Pour cet exercice 3, nous allons travailler sur une plateforme logistique frigorifique. Donc il s'agit de travailler sur la supervision d'une plateforme logistique frigorifique. Donc la supervision, on l'a déjà vu en cours. On sait ce que c'est et à quoi ça sert. Là, il s'agit d'être plus sur le travail, je dirais, électronique, c'est-à-dire les capteurs, et puis récupérer les informations des capteurs. Donc, on va travailler sur une chaîne de froid, ou appelée aussi chaîne frigorifique. Et l'objectif du système contrôle-commande, ça va être d'enregistrer, de visualiser les différentes températures un peu partout. Donc, voilà un peu la structure. Donc il y a 5 zones avec des produits secs à conserver, etc. Et on va donc localiser dans ces zones et mettre des capteurs un peu partout. Donc ici avec des produits surgelés, des fruits et légumes avec des températures un peu différentes. Et pour éviter de câbler 50 câbles, c'est-à-dire au moins 2 câbles par capteur de température, eh bien, on va tout faire ça en mode bus ou en bus. D'accord? Donc 5 zones, 1, 2, 3, 4 et 5 zones, avec des températures totalement différentes. Alors, l'architecture matérielle. On est encore sur l'architecture maître-esclave. Je vais légèrement diminuer. Voilà. Donc l'ordinateur de supervision est connecté en bus avec 5 automates qui vont gérer tout ce qui est groupe froid. Ensuite, toujours sur le même bus, on va avoir des appareils qui permettent de gérer les températures. Et enfin, 3 autres appareils. Sur chacun des appareils, on viendra connecter des capteurs de température. Donc ces appareils permettent de connecter jusqu'à 24, puisqu'on peut mettre 8 sondes de température, et lui va gérer, en fonction de l'adresse de ce qu'on lui envoie, laquelle des informations va être remontée par rapport à ce que pourrait demander l'ordinateur de supervision. Donc tout ça c'est du mode bus, il est marqué réseau mode bus, 9600 baud, 8 bits de données, 1 bit stop et un bit de parité. D'accord? Donc on reste sur le support physique d'une liaison classique. Alors, tout ça c'est décrit, tout ce que je vous ai dit oralement. D'accord? Voilà. Alors le travail demandé. La première question, c'est de voir si vous avez compris ce que c'était qu'un réseau Modbus, c'est-à-dire la relation maître-esclave. Donc forcément, le maître, ça va être le PC de supervision parce que c'est lui qui va aller demander les informations pour pouvoir les afficher. Donc le maître, ça sera le PC de supervision, et les esclaves, ça sera la centrale, les modules TDA et le module TLY, selon ce qui est marqué ici, c'est-à-dire le maître, c'est l'ordinateur de supervision, et il va gérer toutes ces installations. Alors, deuxième question. Avec ces caractéristiques, combien de bits sont nécessaires à la transmission d'un octet? Alors, 9600 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, 1 bit de parité. Alors, si on compte, on va avoir 1 bit de start, obligatoire. N'oublions pas que ce sont des liaisons asynchrones et que le start permet de donner le top départ de la lecture. Start, 8 bits de données, ça fait 9. Bit d'arrêt, ça fait 10. Et le bit de parité, ça fait 11. Alors, on nous repose des questions, c'est les questions classiques. Quel est le rôle du bit de parité? C'est de détecter une erreur. Alors, inutile d'aller expliquer qu'avec 2 erreurs, ça se voit pas. Là, la question, elle est simple. Quel est le rôle? D'accord. Alors, on vous dit sur la transmission de l'octet OXFF, donc hexadécimal FF, quelle est la valeur de ce bit de parité? Alors, je vais aller sur le corrigé que j'ai construit. Donc là, on est déjà... Voilà. Alors, la réponse attendue, c'est la valeur du bit de parité égale à 0. Alors, le FF, c'est quoi? Si je le mets en binaire, ça me fait 8 1 d'affilée. D'accord? Alors, 8 1, ça veut dire que c'est pair. Or, comme vous avez demandé une parité paire, le bit de parité sera mis à 0. Il n'y a pas eu le besoin de changer cette parité. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va avoir bit de parité égale à 0. Je reviens sur le sujet. Quelle est la durée de transmission d'un octet? Alors, pour calculer, il faut connaître la vitesse à laquelle on va. C'est 9600 baud. D'accord? Donc pour 1 bit,
eh bien on va faire 1 sur 9600 pour connaître la durée d'un bit. Ensuite, il faut connaître combien de bits on envoie. Je vous rappelle à la question numéro 2, on vous demandait combien il y avait de bits, ben, il y en avait 11. Donc on va faire 11 divisé par 9600. Donc hop, je fais le calcul. 11 bits à 9600, ça fait 11 sur 9600, c'est-à-dire 1,15 millisecondes. D'accord? Alors, juste une petite remarque sur le vocabulaire qui va être employé dans cet exercice juste après. Un octet, c'est 8 bits, et on a l'habitude de les confondre, octet et caractère. Vous allez entendre le mot caractère en anglais. C'est un héritage du code ASCII. Hein. Vous savez, le code caractère envoyé sur 8 bits en ASCII étendu. C'est tout ce qu'on a pu voir les dernières fois. On revient sur les questions. Voilà. Quel est le temps maximal de silence entre deux octets? Quel est le temps minimum entre deux émissions de trame? Alors ça, c'est deux questions qu'on ne peut pas connaître si on n'a pas la documentation technique. Donc il faut absolument aller voir la documentation technique et voir comment sont transmises les trames les unes après les autres. Alors en anglais, trame, c'est frame. Donc avec mon accent, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors si je regarde ici, la partie supérieure. Alors, il me dit que entre deux trames, il y a au moins 3,5 caractères. D'accord? Et entre deux octets, donc ça c'est un octet, deuxième octet, et l'ensemble correspond à la trame qui va être envoyée. Hein. Je vous rappelle qu'une trame, il y a plusieurs octets, hein, les uns après les autres, hein, si vous regardez le message, plusieurs octets. Donc ici c'est un octet, et on vous dit qu'il faut maintenir un minimum de 1,5 caractères entre deux octets, et 3,5 caractères entre deux trames. Donc cette notion n'est pas si facile que ça, hein, l'explication. C'est avec le recul que vous allez comprendre ce système. Hein. En plus, tout est en anglais, donc c'est un peu plus difficile. Alors, si je reviens à la question. Alors, le temps maximum de silence entre deux octets. Donc, on est dans cette configuration. Entre deux octets, il faut 1,5 caractères. Sachant qu'un caractère, c'est un octet, et un octet pour être envoyé, il fallait 11 bits à 9600 baud, on avait calculé 1,15 millisecondes pour un octet. Donc comme il faut 1,5 caractères, eh bien ça nous donne 1,5 fois 1,15 millisecondes, c'est-à-dire 1,725 millisecondes. Alors on demande la même question entre deux émissions de trame. Alors on revient là-dessus et on nous demande au moins, at least, 3,5 caractères. Alors 3,5 caractères, 3,5 fois 1,15, ça nous donne 4,03 millisecondes. Donc ça c'est des questions qui n'ont pas trop de sens pour nous, hein, connaître le temps, hein, c'est la trame, ça c'est des questions pour voir si vous savez lire une documentation technique. Hein. Donc voilà. Alors en général dans les sujets de BTS électrotechnique, on demande d'utiliser ce vocabulaire plutôt que de trouver les calculs, hein, de vérifier si tout est compatible. On est plus dans l'écriture. Voilà. Alors, question suivante. Alors là, on change un petit peu de registre. Je reviens sur le sujet, hein, sur les questions. Alors, on a encore deux questions avant d'arrêter la vidéo, hein, puisqu'on va travailler sur deux choses différentes après. Donc, étude du fonctionnement des modules TDA 08. Donc, je rappelle, le TDA 08, c'est eux, hein, les TDA 08. Il y en a 3. D'accord? Donc, TDA 1, TDA 2, TDA 3. Donc, je reviens sur la question. Indiquer la position du switch rotatif du deuxième module TDA 08 à identifier TA2 sur le synoptique du réseau Modbus. Bon, on retourne sur le synoptique. TA02. Ou alors, mieux encore, on va aller jeter un coup d'œil sur la documentation technique parce que là, on ne voit pas la réponse immédiatement. Indiquer la position du switch. Ah, forcément, il faut connaître la documentation technique. Alors, on y va sur la documentation technique. Voilà, on y est. Donc là, la documentation technique, extrait du manuel, protocole de communication. Donc là, vous allez voir que ça prend tout son sens de connaître le vocabulaire. Alors, connexion physique. Alors ça, c'est toujours par rapport au modèle OSI. Hein. Vous allez remarquer que vous allez avoir connexion physique et après, protocole de communication. Hein. Donc, je rappelle, on est sur la première couche du modèle OSI.
Alors, on nous donne un tableau. Ah, position switch rotatif, 0, 1, 2, 3. Et là, on voit l'adresse du module TDA 03, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Bon, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Je ne comprends pas trop. Donc, on va aller voir le synoptique. D'accord? Donc, le synoptique, je reviens dessus. Et je suis sur les trois modules qui sont en bas, TDA1, TDA2, TDA3. Ah, on m'a demandé le TDA2 et je vois juste en dessous adresse 6.7. Et là, ça fait tilt parce que l'adresse 6.7 par rapport au switch, 6.7 c'est ici, la position du switch va être la position numéro 3. Bon, ce n'est pas une question si facile que ça est obligé d'aller voir la doc et avoir bien compris comment ça fonctionne ces histoires d'adresse. Donc à chaque fois que vous mettez un appareil, il doit avoir une adresse. Certains en ont deux, c'est pour pouvoir faire des choses différentes, pouvoir lire une valeur tout en ayant la maîtrise des d'autres alarmes ou autres. Alors, on revient sur le système dans ce position switch. Donc je vous mettrai aussi le fichier qui est là en pièce jointe. Et ça permet de répondre à la question où trouver l'adresse de T2. Donc tout ce que j'ai dit oralement. Alors question suivante. On doit remplacer un module défectueux par un module neuf. Expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire de configurer la vitesse de transmission de ce nouveau module. Cette question est vraiment incomplète. Elle est mal faite. Mais ça c'est, vous allez en avoir des questions comme ça. Donc si je reviens sur l'idée, c'est de changer le module et de dire pourquoi la vitesse de configuration de transmission elle n'est pas à changer. À tous les coups, nous on a une vitesse de transmission par rapport au réseau Modbus de 9600 baud. À tous les coups, d'office, c'est déjà réglé à 9600, mais ça il faut le vérifier. Alors pour le vérifier, toujours pareil, la documentation technique. Alors on regarde si on trouve la valeur. Voilà, je la trouve. Ici, le baud write, donc baud, vitesse de transmission en bits par seconde, rate c'est le taux de chaque module pour programmation d'usine, la valeur de 9600 baud. Il fallait 9600, c'est programmé en 9600, donc il n'y a pas de souci, vous êtes en adéquation sur la vitesse. Par contre, cette question aurait pu être beaucoup plus complète si vous regardez. Alors la configuration qui était marquée sur le synoptique, c'était 9600 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et bit de parité. En usine, on est bien à 9600 baud, d'accord, donc pas de problème. Par contre, les caractéristiques de la communication asynchrone sont 8 bits, aucune parité, 1 bit d'arrêt. Alors ça veut dire que sur la communication, il est important de modifier les caractéristiques des composants qui vont être installés, donc les TDA 1, 2, 3. Il faut impérativement les modifier pour qu'ils soient compatibles avec la transmission du Modbus qui est en 8 bits avec un bit de parité et un bit de stop. Donc il va falloir modifier la parité, c'est obligatoire. Voilà, donc 8 bits, aucune parité, et nous on a 8 bits, 1 bit d'arrêt et parité paire, donc il faudra impérativement dans tous les TDA s'assurer que vous ayez modifié le bit de parité. Donc ça se fait soit par programmation, soit vous mettez une liaison RS232, ça arrive souvent, ou un bus USB, qu'importe, ça doit être expliqué comment il faut faire pour changer une adresse, et peut-être aussi des switches à déplacer. Voilà. Alors pour ce sujet, je vais arrêter à cette question et faire une autre vidéo pour les autres questions parce qu'il y a beaucoup plus de complexité dans ce qui va être fait après.